Pour la presse, c'est très simple. À partir du moment où vous avez un support qui supprime 3 coûts, le papier, et c'est écologique en partie, l'impression, et c'est notre industrie lourde, et la distribution, c'est notre poteau noir, la question des invendus, c'est-à-dire à peu près entre 60 et 70% de ce que vous payez quand vous achetez un journal, eh bien, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais c'est nous qui allons décider si elle est bonne ou mauvaise par notre action, cette révolution industrielle, elle a l'avenir devant elle. Et donc, pour montrer qu'aussi on s'inscrivait dans cette bataille. Comment recréer une presse indépendante qui ne vive que du soutien de ceux qui la lisent et qui ne soit contrôlée que par ceux qui la font, c'est-à-dire qu'il n'ait pas de fil à la patte, qu'il soit partisan, idéologique, mais surtout économique, industriel, avec des industriels extérieurs au métier de l'information. Les subventions à la presse directes, c'est 80 millions d'euros par an. Direct. C'est-à-dire que, ce que je dis bien, les subventions d'État directes. Premier bénéficiaire, LVMH. Numéro 1 mondial du luxe, M. Bernard Arnault. Premier milliardaire, 4e fortune du monde. Premier milliardaire de France et d'Europe. Premier annonceur de la presse, puisque c'est le luxe, et contrôlant 2 journaux, et pas n'importe lesquels. Un journal, le premier quotidien populaire national, Parisien aujourd'hui, et le premier quotidien économique, voire le seul, Les Échos. Ce que je veux dire, et qui est une vieille formule du fondateur du Monde, Hubert Beuve-Méry, quand il parlait de la presse d'industrie, quand ce sont des intérêts extérieurs à l'information, ils vous laisseront faire du bon journalisme à une condition, c'est que vous ne touchiez pas à leurs intérêts. Sur la valeur de l'information, les 2 seuls médias qui ont annulé le débat où je devais être invité, Radio Classique et une vidéo des Échos, je suis passé à France Inter juste le lendemain de la sortie du livre au journal du matin. Et j'ai parlé des aides à la presse. Et j'ai dit, c'est pas normal que M. Bernard Arnault soit le premier bénéficiaire de ces aides publiques. Eh bien, les 2 invitations ont été annulées. Et savez-vous quoi? Puisque je me suis renseigné un peu, elles ont été annulées sur demande de Bernard Arnault lui-même. À point de se dire, mais quand même, il a autre chose à faire. Ce qui montre bien comment une certaine voracité économique va avec une certaine intolérance démocratique. Non, la raison profonde d'écrire ce bouquin, c'était de se dire, les fameuses solutions aux problèmes, nous, on n'y croit plus. On pense qu'on va aller vers que quand on va sortir du pétrole, qu'on en sorte en le subissant ou en le choisissant, mais pour l'instant, on va plutôt dans la direction de le subir que de le choisir. Ça risque d'être brutal, et quand ça va être brutal, on va avoir besoin de l'entraide. Et comme nous sommes dans une société qui ne fait que parler de la compétition et de nous vanter la compétition et de ne pas nous vanter l'entraide, ce qui ne veut pas dire qu'on ne la pratique pas, mais on ne la vante pas, eh bien, on a voulu remettre la lumière là-dessus, donc sans nier la place de la compétition, mais dire oui, l'entraide est là, oui, l'entraide est importante, et il nous faut arriver dans ces moments difficiles avec déjà une culture de l'entraide et d'être à l'aise, non seulement d'être à l'aise, de la pratiquer, et d'arrêter même de s'en vouloir de la pratiquer. Parce qu'on est dans cette période complètement folle de notre histoire, où quand vous faites de l'entraide, vous êtes vu comme un naïf bisounours, et quand vous faites de la compétition, vous êtes un battant et quelqu'un qui fait ce qu'il doit faire. Et ça, pour nous, ça ne va pas. Ça a été montré chez des levures. Les levures, techniquement, c'est des champignons unicellulaires. Ce n'est pas exactement l'idée qu'on se fait de l'organisme le plus intelligent. Eh bien, les levures, quand vous mettez 2 levures qui savent faire des choses complémentaires, comme je le disais avec des bactéries tout à l'heure, dans un milieu, si le milieu est abondant, elles se tapent dessus et il y a une souche qui finit par prendre le dessus sur l'autre. Et plus vous tirez sur la ressource, plus elles commencent à collaborer. Si vous tirez encore plus sur la ressource, à la fin, elles sont en collaboration obligatoire, c'est-à-dire que celles qui ne collaborent pas meurent. Si vous vous souvenez, le 11 septembre, il y a eu beaucoup de morts, mais les tours se sont quand même essentiellement vidées et ils n'ont pas téléphoné à leur chef pour savoir comment ils devaient faire. Ça s'est fait spontanément dans les couloirs. Il y a plein de témoignages là-dessus, il faut aller lire, c'est vraiment intéressant de voir comment, dans les bureaux, ça s'est auto-organisé pour que ça descende, mais ils sont descendus à fond la caisse. Au Bataclan, à Paris, il n'y a personne qui est mort de piétinement. Les gens se sont sauvés sous le feu des terroristes entre inconnus. Donc ça montre à quel point le réflexe qui sort en général dans les situations de crise, c'est un réflexe de coopération. En fait, au final, je pense qu'on ne va pas réussir à faire un changement de paradigme durable
pour vraiment arriver à une société où les femmes sont les égales des hommes sans qu'il y ait un changement économique qui se passe. Je suis tombée sur ce chiffre il n'y a pas hyper longtemps, mais qui m'avait vraiment fait halluciner. C'est que dans le monde aujourd'hui, 99% des revenus de la propriété reviennent aux hommes. Les revenus de la propriété, c'est quoi? C'est les revenus, genre les profits liés aux actifs mobiliers et immobiliers. Et 99% de ces revenus reviennent aux hommes. Et ça s'explique extrêmement bien. C'est des années et des années d'inégalités en matière d'héritage, aussi d'inégalités salariales, d'inégalités économiques en règle générale. Et je me dis, tant qu'on sera dans ce rapport 99-1, bah finalement, on aura beau faire tous les combats et toutes les avancées qu'on voudra, on pourra nous les retirer d'une manière ou d'une autre, quoi. Et c'est pour ça que le combat pour des inégalités salariales, c'est pas un combat futile et c'est pas un combat pour avoir plus d'argent, parce que ça a été décrit de cette manière-là plusieurs fois. Pas du tout, en fait. C'est un combat pour arriver à une vraie égalité, pour pas que les femmes se disent, bah voilà, je vais pas quitter mon mec parce que j'ai pas assez d'argent pour le faire, ou l'idée, c'est vraiment d'arriver à ce changement de paradigme, et on n'y arrivera pas tant qu'on sera dans ce rapport si inégalitaire économique. Et moi, je pense que si jamais il peut vraiment se passer quelque chose dans les 5 prochaines années, et pas attendre 2186, comme ce qui a été évoqué à Davos, c'est au niveau des entreprises que ça va se faire. C'est au niveau du fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui sont à la tête de ces entreprises. Il y a de plus en plus d'hommes aussi qui ont conscience de ces inégalités-là et qui ne sont pas uniquement sur construire un projet basé uniquement sur le profit, mais un projet sociétal, en fait. Parce que, effectivement, au niveau des politiques publiques, c'est pas en faisant de ce qui est proposé par le gouvernement actuel comme le name and shame, ou en gardant les amendes telles qu'elles sont, qu'on va faire quoi que ce soit. Donc, si vous voulez, pour vous dresser un petit peu le portrait d'un néandertalien classique, on va le situer. Donc, je répète, 350 000 ans de vie, on va dire moins 400, moins 350, ça dépend des régions, à moins 35, toute l'Eurasie, jusqu'à l'Altaï, un petit peu l'Ouzbékistan. En ce moment, je travaille sur un site là-bas en Ouzbékistan. Et le Proche-Orient, surtout la Palestine, Israël, l'Irak, voilà, surtout ces régions-là. C'est un petit trapu, maximum 1m65, un dimorphisme sexuel peu marqué, et qui, en fin de compte, avait une force musculaire extrêmement développée. Et alors, on le sait comment? C'est simplement en regardant leurs ossements, on voit les insertions musculaires. Ils ont l'ouïe, la vue, etc., tout ça, les sens en général extrêmement développés. Ils ont le langage articulé. Déjà, on le pensait avec l'anatomie, etc. Maintenant, on sait au niveau de l'ADN qu'ils ont un des gènes qu'on appelle son petit nom FOXP2, que nous, on a aussi chez nous, qui est dans la zone langagière. Donc, tout ça montre qu'il avait ce langage. Et c'est stratège parce que, au niveau de la chasse, parce que ils ne peuvent pas vraiment s'appuyer sur un armement sophistiqué. Alors, vous savez, l'armement pour la chasse des Néandertaliens, c'est très simple. C'est les pieux, les bolas, c'est 2 boules avec une ficelle, et c'est bien pour attraper les chevaux. Et ils avaient des lances, donc une seule arme de jet, mais des lances. C'est-à-dire que c'est une lampe en bois avec une petite pointe en silex au bout. Et ils avaient leur couteau. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que tous ces travaux, si vous voulez, ont montré que c'était parce qu'ils ont été stratèges. Et c'est pour ça qu'ils ont pu vivre 350 000 ans. On ne les a pas fait.